fais Dado, je peins l'histoire actuelle. J'ai eu la chance, à l'époque, de travailler avec plein d'artistes. Et quand je leur ai annoncé que je leur donnais un blocos, j'ai rarement vu, par exemple, Dado dans cet état de bonheur. On va le voir, vite, vite, on y va. Il fallait prendre la voiture à toute allure pour visiter son blocos, qui était une ruine. Mais il était ravi comme tout. Régis Boquel, c'est donc un fondeur très connu qui a beaucoup travaillé avec des artistes comme César et Armand. Et la rencontre se fait probablement par un ancien marchand de Dado qui est Pierre Nahon, voilà, au début des années 2000. Et j'allais dire que c'est presque un coup de foudre parce qu'il y a vraiment une connivence artistique. Régis a une formation de sculpteur, ce qui explique aussi son approche très sensible, et il décèle chez Dado, je pense le dire sans le trahir, un génie artistique exceptionnel. Donc la collaboration, elle se fait sur finalement une assez courte durée, mais très intense. Elle est très très intense en effet. Le blocos de Fécamp, en effet, je l'ai visité plusieurs fois en allant chez les Boquel. Et j'ai même vu la genèse, puisque j'y suis allé très tôt. Et Dado avait déjà commencé à peindre les murs et ensuite à y mettre des bronzes, des objets, toutes ces bouteilles peintes, dont j'en ai certaines aussi, qu'on a appelées les viatiques. Et c'est un endroit qui est juste exceptionnel. Déjà, le site est exceptionnel. Dans le blocos, quand on sait que le blocos a fonction, l'endroit est totalement atypique et il se l'est approprié. Et c'est un endroit qui vous transporte. Et pareil, en fait, l'émotion vous gagne. On est à la fois protégé, un peu emprisonné. Et c'est un endroit qui est juste incroyable. J'ai été immédiatement, en fait, presque assailli. Parce que contrairement à un lieu d'exposition comme la galerie ou comme le musée, il n'y a pas de distance ici. On entre presque dans la chambre des sculptures, dans la chambre des peintures, et en fait, elle nous accueille, elle nous embrasse, elle nous cerne, et en fait, on les entend comme résonner. Donc ça a été très fort, à vrai dire, et j'ai pu y passer presque une heure seul. Et c'est en fait une des expériences de l'art que j'ai vécues qui a été la plus puissante parce que nous ne sommes pas à distance des œuvres, on est au cœur d'une œuvre et on y est seul, profondément seul, entouré par des signatures, des noms, mais entouré presque par des cris en fait. Et c'est une impression, une première impression qui était très 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 puissante. C'est évident qu'au blocos, il arrive à un geste, et cela m'a frappé en regardant ces images ce matin, il arrive à un geste qui est plus aussi élémentaire, plus simple, voilà, et qui est extrêmement beau pour cette raison, parce qu'on arrive vraiment à l'essentiel en fait. Tout se termine, c'est vrai qu'on est plutôt dans une fin de vie malheureusement, mais voilà, il épure son geste. Et ça c'est particulièrement frappant dans cet espace confiné. Ouais. Juste exceptionnel. Pareil, la boucle était bouclée et il y avait la finalité déjà. Ce blocos, c'est comme si c'était un poumon. Encore une fois, cette œuvre in situ, ça fait partie de l'œuvre, c'est la vie de Dado, c'est comme un cœur qui bat. Ce lieu, il est effectivement très symbolique. C'est un blocos tel qu'on en voit des centaines sur la côte normande, qui est lié donc à la défense nazie. C'est évidemment un geste très fort de se réapproprier d'un lieu qui était un emblème de l'occupation nazie en France. À partir de 1941, les Allemands ont occupé la ville et
petit à petit, ça s'est fait progressivement sur l'espace d'un peu plus de 2 ou 3 ans, ont commencé à fortifier la ville. Alors d'abord le port, ils y ont construit à partir de 1941 ce qu'on appelle des casemates, des blocos, ils y ont installé des canons. Ici, ce que j'ai ressenti, c'est une prise de position politique importante, de pouvoir peindre par-dessus les murs qui suintaient probablement encore de leur destinée d'origine, construite donc par les nazis, et cette œuvre où on voit Dado poser un enduit ou un support blanc pour effacer momentanément, mais après peindre et leur peindre dessus, sur cette histoire, et avoir le dernier mot, c'est merveilleux. J'aime aussi évidemment beaucoup l'idée que dans ce blocos, il fasse un hommage à ses amis disparus. Ces noms qui sont inscrits sur toutes ces sculptures, ce sont des noms de personnes que Dado a connues, a appréciées, toujours évidemment, et avec lesquelles il se sentait une connivence intellectuelle et artistique très forte. Quand il dédie ses bronzes à Unica Zurn, à Hans Bellmer, à Bernard Réquichot, bien sûr, qui est son premier ami quand il arrive en France, c'est une façon de dire ces gens sont aussi, doivent être réinscrits dans l'histoire de l'art. Dado ait voulu rendre hommage à ceux de ses amis artistes qui ont eux aussi voulu résister ou qui ont connu malheureusement la Deuxième Guerre mondiale, c'est une volonté qui est une volonté de leur rendre hommage, de rendre hommage aux disparus. Aux disparus qu'il a lui-même vu disparaître dans son enfance, mais aussi aux disparus qui ont volontairement mis fin à leur jour, car l'homme est celui qui décide de sa destinée. Donc je pense qu'il a eu beaucoup de respect pour ses épopées personnelles et artistiques. J'aime beaucoup cette idée que le couple Hans Bellmer-Unica Zurn, qui était farouchement opposé au nazisme, était aussi honoré comme ça et figure dans le blocos. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. Dado racontait toujours ça et je pense que ça veut aussi dire quelque part qu'il se reconnaissait dans ces gens qui venaient finalement d'une culture, on pourrait dire, tout à fait différente de la sienne, qu'il y avait des connivences qui se créaient entre eux absolument extraordinaires et qui sont extrêmement touchantes. Dado n'était pas un créateur solitaire et qu'au contraire, autour de lui, il y avait vraiment cette constellation de talents, de créateurs marginaux. Wallström, pendant ses étés, venait admirer l'hommage à la grande ferme, l'hommage à Réquichot qui était en cours à l'atelier des Rouval. Enfin, vous voyez, il y avait vraiment des points de rencontre mais qui sont intéressants et qui sont aussi idéologiques. Wallström était très opposé à l'impérialisme américain, ce qui vraiment faisait sans doute vraiment écho à Dado et évidemment à sa vision très critique du capitalisme. Moi, je ne me déplaçais pas sur Paris parce que je n'avais pas de bagnole, un scooter ou un vélo. C'est Bernard Réquichot qui venait en scooter de Paris. Pourtant, il était là tous les dimanches. Et on parlait littérature. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait des religions. Et à ce moment-là, il a prononcé le mot peinture. Il disait notre religion, c'est notre peinture. C'est longtemps après, j'ai pensé à ce qu'il a dit Réquichot. Que notre peinture est notre religion. Et en fait, le mot qu'il aurait pu utiliser Réquichot, justement, il a la culture classique, il voulait dire notre ascèse. Autrement dit, entrer en religion.
L'amitié avec Riquichot, elle est magnifique parce qu'elle naît au moment donc, de l'arrivée de Dado en France. Hein. Il existe des dessins de Dado montrant Riquichot arrivé en scooter à Hérouval. Ils ont beaucoup de conversations sur la littérature notamment. C'est Riquichot qui fait découvrir à Dado Henri Michaud. Donc il l'initie vraiment hein, à la littérature. Et puis surtout, ce qui est aussi très intéressant, c'est un échange artistique. C'est-à-dire qu'ils vont ensemble chez les carisseurs à la Bellée, à quelques kilomètres d'Hérouval, et ils ramassent des os donc d'animaux, dont ils se servent, l'un pour commencer ses sculptures, puisque Dado en effet commence déjà ses sculptures à ce moment-là, et l'autre pour composer ces magnifiques reliquaires. On ramassait des ossements et puis on faisait après, on se partageait après le lot. Après, j'ai reconnu un cran de vache dans un de ces reliquaires, ça qu'on avait ramassé ensemble et qu'on se partageait. Il a été très chic d'ailleurs au moment du partage parce qu'il y avait un groupe de gamins. Quand je le reniais sur ce mur, lui, il n'avait pas l'esprit de compétition. Non, c'est pas morbide, ça relève de l'esthétique. L'autre c'est très bon, mais maintenant l'autre c'est l'objet mal aimé parce que les gens ils préfèrent se faire cramer dans les avions. C'est très intéressant, c'est la façon dont ça fait écho avec sa pratique de dessinateur et même sa pratique de peintre. C'est-à-dire qu'il représente dans ses dessins ses os, enfin il y a vraiment un écho, il y a une correspondance. En fait, on ne peut pas dissocier la peinture de la sculpture et la sculpture de la peinture. Pour moi, la sculpture, ce sont des éléments en fait d'un tableau qui a été sorti. Vous voyez, c'est comme à un moment donné, lorsque Dado a retravaillé ces tableaux en les découpant pour refaire d'autres tableaux. Et la sculpture, ce sont des éléments sortis d'un tableau, donc c'est indissociable. Donc si vous voulez, en fait, la sculpture, c'est juste une extension en fait du tableau. J'aime le mot lumière, j'aime le mot l'eau, j'aime le mot végétaux, minéraux. C'est pour ça que je me suis encoquiné avec Buffon. Parlant de Buffon, ce côté organique qui me fascine, que je trouve où je me sens en sécurité la plus fragile qu'elle soit. Il ne peut pas plus périlleux que de manier les muqueuses et les respirations, toute cette activité. Ça veut dire pour une fois organique. Je dirais que ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le fil rouge de son travail. Du reste, quand on regarde son travail de sculpteur, on le revoit. Derrière cette fascination pour le processus même biologique, il y a tout en fait. C'est pour ça que je m'étonne toujours quand les gens sont trop rebutés en voyant cette œuvre juste comme morbide, c'est qu'ils ne perçoivent pas aussi que c'est vraiment plus la description du vivant jusqu'à la mort. Bien sûr qu'il y a de la violence dans la représentation picturale, bien sûr que ces visages qui sont déformés peuvent agresser. Mais en fait, il s'agit de comprendre aussi l'enfance de Dado, qui a tout conditionné naturellement. La guerre civile, la perte de sa mère en 1945 dans des conditions assez atroces. Donc bien sûr que la réalité, elle est dans l'œuvre de Dado et je comprends qu'elle puisse agresser de prime abord. Mais si vous rentrez en fait dans l'œuvre de Dado, si vous essayez de la comprendre, si vous essayez de comprendre son parcours et sa construction psychique, parce que naturellement on peut avoir une approche analytique en fait de l'œuvre, puisque tout était déjà plus ou moins dit dans son enfance. Donc moi je n'y vois pas quelque chose de violent. Mais il faut faire l'effort pour entrer dans l'œuvre de Dado et pour qui fera un effort, il y aura une délivrance. Je pense que le véritable musée d'histoire naturelle, ce sont les hôpitaux, ce sont les asiles, les prisons, tout groupement humain qui dégage une espèce d'odeur de sueur et de cupidité.
une agressivité latente, c'est ça qui perpétue le musée. En fait, c'est tout simplement le phénomène de la vie qui est confondu avec celui de la tombe. Alors selon moi, ce que Dado cherche à exprimer ici, c'est ce qu'il a peut-être toujours tenté d'exprimer. Alors dans sa peinture, il y a forcément plus de détails, plus de figures. Mais pour moi, il exprime en fait une chose essentielle, c'est-à-dire que par ces images qu'il ressasse, il emploie lui-même le mot, eh bien il essaie d'exprimer, de mettre à nu le corps vivant, c'est-à-dire d'en révéler l'intériorité et par là de nous sensibiliser à la fragilité de l'existence. J'avais toujours un faible pour le difforme, pour la cour des miracles. En fait, ça c'est vrai, ça je ne le cache pas. Et cette espèce de goût un peu suspect, un peu morbide que j'ai promené, que j'ai montré avec allégresse dans mon travail, me gonfle un tout petit peu maintenant, pour une raison bien simple, c'est que effectivement il y a une espèce de mimétisme. Maintenant je ressemble à mes propres dessins. Eh bien, si Dado a autant représenté tout ce qu'on a pu désigner sous le terme de monstres, ou des êtres anthropomorphes, ou de petits personnages, si Dado a autant peint ces corps, c'était pour révéler, selon moi, en fait, justement, la fragilité de l'existence, c'était pour nous montrer un peu l'intériorité du corps, ce en quoi il est organique, ce en quoi il est charnel, ce en quoi il est sanguinolent, mais ce aussi en quoi il vit, parce qu'il n'y a pas, je trouve, chez Dado, de propension ou d'appétence à la morbidité. Il révèle juste quelque chose d'universel, c'est-à-dire le fonctionnement de l'humain. Il avait une vision très réaliste du monde. Et en effet, le monde, et aujourd'hui on le voit bien dans l'actualité, le monde est extrêmement violent. Donc reconnaître en fait cette réalité, c'est pas être pessimiste. Au contraire, je trouve que c'est être très objectif, en fait, ce sur quoi en fait nous habite et ce dans quoi on vit. Non, je ne pense pas qu'il y ait de pessimisme, mais en effet, il y a un grand réalisme, ce qui fait preuve d'une grande intelligence. Pourquoi, je n'en sais rien, mais je trouve ce sentiment qu'un tableau qui est devant moi est une espèce de puits dans lequel je peux tomber. Parce que ça n'a pas de fin. Et ces fauteuils m'ont créé une petite armée comme ça, une petite société de gardiennage avec des anciens légionnaires qui sont là. Ils sont, je crois, drôles. Et curieusement, depuis que j'ai mes fauteuils dans l'atelier, j'ai de l'affection pour mon atelier. Je n'ai plus ce sentiment d'horreur du vide, comme quelqu'un qui serait enfermé dans un commissariat de police ou un truc comme ça. Parce que mon atelier, je l'ai ressenti plus d'une fois comme un endroit hostile. Alors les fauteuils, ça correspond vraiment à la période qu'on nomme Buffon, c'est-à-dire vraiment l'intérêt de Dado pour le naturaliste Buffon du XVIIIe et son fameux cabinet d'histoire naturelle. Donc en effet, il y a vraiment cette idée que l'atelier devient non plus un atelier seulement de peinture, donc il rentre effectivement dans une troisième dimension en réutilisant des fauteuils usagés, voilà, des fauteuils de rebut, hein, voilà, sur lesquels il va intervenir directement. Mais alors vraiment avec aussi sans du tout se soucier finalement de la pérennité du support, ni du fait que le support soit adéquat, bien au contraire. Donc il va presque un peu y aller à leur corps défendant. Mais tout ça a donné un très bel ensemble qui a été bien photographié, où effectivement il y avait presque un écho quand on rentrait dans l'atelier à l'époque entre ce qui se passait sur les toiles et puis ce qui se passait sur les fauteuils. Mais ces fauteuils avaient une présence du fait des yeux, des bouches qu'on y trouvait absolument incroyable. C'était vraiment extrêmement saisissant. Et les gens n'osaient d'ailleurs pas du tout s'asseoir dessus. Enfin, c'était pas fait pour, bien entendu. Hein. J'allais régulièrement voir Dado. Et j'étais impressionnée par son mobilier,
Et il me dit, bah, tu en prends pour la galerie. J'en ai pris 2. Loïc en a acheté un et j'en ai un qui est resté ici. Le mobilier, j'étais toujours intéressée par ce mobilier. C'était autre chose. Le fauteuil, je l'ai acheté suite à une exposition qu'il y avait eu à la CGB Galerie, donc chez Odile Bockel. Donc c'est un hommage à Georges Couthon. Georges Couthon, qui était président de la Convention nationale et avocat en fait au moment de la Révolution française, et qui était un avocat, donc si je ne m'abuse, à Clermont-Ferrand, et qui notamment recevait des clients et ne les faisait pas payer. Donc il y avait cette bonté aussi, et je pense que Dado soulignait aussi cette bonté en fait de l'homme. Et puis bon, Dado, qui était un érudit et qui était un amateur d'histoire invraisemblable, donc a souligné aussi le fait que Georges Couthon a été guillotiné en 1794. Et Georges Couthon a été connu parce que ça a été un des premiers à avoir un fauteuil roulant. Donc il allait plaider en fauteuil roulant. Et donc là, on voit cette bonbonne avec le visage de Couthon, avec le couvre-chef, sur un fauteuil qui symbolise naturellement en fait, le fauteuil roulant qu'on appelait aussi fauteuil élastique. C'est le tissu du fauteuil. Le tissu du fauteuil qui n'existe pas. Ça n'a jamais été un fauteuil, ça ne sera jamais, mais... Lors de l'incendie, à la fin des années 80, Dado, la plupart ont brûlé, la plupart de ces fauteuils ont brûlé. Mais Dado, ce qui était extrêmement fascinant, c'est qu'il a réutilisé cette catastrophe pour finalement faire autre chose. Et là encore, on rentre encore dans la troisième dimension, c'est-à-dire que finalement, il a commencé ces fameux assemblages des années 90. Ça correspond aussi au début de la guerre en Yougoslavie. C'est vrai que là, l'atelier devient vraiment un lieu presque chaotique, on peut le dire. Et je trouve ça très, très significatif. Il y a les yeux qui là. Tu dis? Par contre, elle n'est pas beurrée, Dado, celle-là. Avant la teinte. Ah oui. Il n'y a rien du tout de. Ils ne sont même pas pointés. Par contre, le général, il est fini. Pas mal là, hein? Il est beau le général. Je pense que la rencontre de Dado avec Régis Bockel a été primordiale. Primordiale pour les deux. Grâce à Régis Bockel que Dado a pu travailler le bronze, donc a pu faire évoluer en fait son œuvre, comme son œuvre a toujours évolué jusqu'à sa mort. Mais effectivement, entre les deux hommes, il y avait une très très grande amitié et beaucoup de respect. Dado, dès les années 60, on le voit dans les photos qu'a pu faire mon frère Domingo sur les vitrines. Il procède et puis même il commence déjà à utiliser des eaux dans des sculptures un peu marginales, qu'il va repeindre. Donc il commence déjà ce premier travail, mais parce qu'il est totalement fasciné aussi par la composition, je dirais la décomposition. Donc ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir dans ces sculptures, c'est justement la façon dont elles sont composées d'éléments. Je travaillais avec beaucoup d'artistes qui font comme moi les ferrailles, les trucs, et on récupère des têtes de mort à gauche, à droite, que l'on moule, que l'on fait en bronze. Et après, Dado s'en servait pour mettre dans ses sculptures, où c'est que des objets de récupération un peu, sauf les baigneurs peut-être, qui sont vraiment de lui. Mais autrement, c'est toujours des choses improvisées. Tout le matériel a été récupéré à l'atelier. Et il était ravi comme tout, je lui disais serre-toi. Bon, il y a même des sculptures qui sont des morceaux de bronze qui auraient pu servir pour faire des harmans, qui sont devenus des morceaux de sculpture de Dado. Non, tu peux lui donner un petit coup là. Il n'y a pas que le lieu, son travail à Hérouval, sa maison était déjà un univers. Les murs de la maison étaient peints, donc ça se rapproche déjà du blocos. Son atelier était rempli on ne va pas appeler ça du fatras, mais il était rempli d'objets qui n'avaient parfois pas rien à faire ensemble. Donc le blocos lui correspondait très très bien, quoi. Un échappatoire, une espèce de... C'est la guerre aussi, le blocos. Il y a une partie finale qui s'est faite avec
qui a même été filmé par son gendre, je crois, où on avait monté les sculptures. J'avais amené la camionnette pleine de bronze et sur sa table de jardin, on montait les sculptures les unes après les autres, un point de soudure par là, un point de soudure par-ci, et puis la sculpture se montait, quoi. Comme ça se passait à l'atelier. Je ne m'attendais pas à la... À pouvoir les transformer comme ça. Hein. Ah oui, non. Ben moi j'ai eu la chance de ne jamais travailler et je m'amusais comme lui. Donc c'est du plaisir de travailler comme ça, voyons. C'est pas des plans programmés, non, c'est l'instinct, c'est le geste. Oh. Puis le lendemain, oh cela ne me plaît pas, on la recasse. C'est formidable ça. Je le vois assis chez lui, près de l'étang. Et puis il avait toujours quelque chose dans la tête. Et c'est ça qui est intéressant. Figé, ses tableaux ne sont pas figés, ses sculptures non plus. C'est le geste. Ça marche pas. Et quand j'ai rencontré Dado, bien sûr que j'avais cette envie en fait de le rencontrer, mais c'est comme si en fait vous allez rencontrer votre idole presque. Et j'étais très impressionné. Mais Dado était déjà malade, donc assez diminué. Donc on a discuté autour d'un café à côté de l'étang des Rouvales. Et j'ai un très très bon souvenir. C'était la seule et la dernière fois que j'allais le rencontrer. Mais ça a été une rencontre qui est considérablement importante dans ma vie, qui a conduit ensuite à vraiment collectionner en fait, les œuvres de Dado d'une façon encore plus assidue. Les Anges du Monténégro, c'est une œuvre que j'ai achetée en vente aux enchères, donc sur Paris il y a quelques années. Et effectivement, quand je vous disais que les sculptures étaient des éléments qui sortaient des tableaux, et on y voit souvent des représentations, bien sûr, il y a les têtes, là on voit l'hommage à Georges Couton, les Anges du Monténégro, le Mondial 2010, il y a une figuration en fait humaine. Donc c'est comme si déjà, d'une part, les sculptures entre elles étaient en train de discuter, parce qu'elles ont quelque chose en commun, naturellement, leur père qui est Dado. Donc je pense que l'ange est vraiment une figure qui revient, qui va s'incarner justement dans la sculpture de la fin. Et puis, il faut bien le dire, de façon émouvante aussi, puisqu'il sent sa propre fin approcher. Et parfois, j'ai pas envie de parler de sculpture, mais d'assemblage. Quand on voit en fait l'œuvre qui a été réalisée, la seule connue entre Dado et sa femme, Essie, ce sont des assemblages. Et c'est pareil, utiliser des morceaux de vie pour créer une sculpture. Je pense que Dado a commencé à peindre l'intérieur des boîtes, à y rajouter quelques objets. Et puis Essie est venue dans le quotidien, je pense que ça s'est fait très naturellement, à prendre des choses du quotidien et à les assembler sur les dessins qui ont été réalisés par Dado dans les boîtes d'entomologie. On y trouve une botte probablement d'un des petits-enfants brûlée pendant l'incendie des Rouvales. On y trouve des poissons, un poisson que Amarante avait ramené de voyage. Et là, notamment dans cette œuvre-là, où même on trouve des collants de Essie, sachant que Essie était malade et a dû être amputée. Donc on peut imaginer la force émotionnelle en fait dans ce genre de sculpture. Mais je pense que c'est une force qui là est très visible parce que ce sont des éléments personnels. Mais dans toutes les sculptures de Dado, en fait, il y a quelque chose de très très personnel. Alors, je dis vive Matisse. Et on a fait j'ai fait un petit hôtel là pour Matisse pour le remercier d'avoir parlé de Lascaux et des icônes russes. Tu vois comme le monde est petit. Seulement, je ne sais pas si on va voir aussi. Ce sont anciennement des cages. Hein. J'ai retiré les barreaux, si j'ose dire. Là, c'est une jambe de mannequin, tête de poupée, le portrait de Matisse, un bidet pour les odalisques,
un bout de peuplier, un sanglier, non, un phacochère, et puis un fémur de bœuf. Pour moi, la sculpture, l'œuvre de sculpteur de Dado, c'est une continuité absolue en fait de son travail. Ça n'est pas, c'est même un aboutissement à vrai dire. On est vraiment dans l'ordre de l'aboutissement. Ce que vous voyez dans ces sculptures, c'est des éléments composites, donc des crânes, des cadavres d'animaux, des cadavres de chats, des baigneurs, la figure du baigneur, mais qui est finalement plus ou moins là dès les débuts de l'œuvre. Il y a vraiment une cohérence totale de ce point de vue-là. Mais on a l'impression que c'est une expansion, en réalité, une expansion, mais qui finalement atteint une forme d'éternité. Là, je pense que ce qui m'a attiré dans l'œuvre de Dado, c'est surtout en fait cette similitude entre sa vie et l'œuvre. En fait, il n'y a pas de différence pour moi entre la vie et l'œuvre et la vie. Il a créé en fait un alphabet, son vocabulaire, un phrasé et ensuite son langage. Et je pense que en fait, ça me fait écho. Et puis en fait, ce qui m'a toujours intéressé dans l'art, qui me passionne, j'avoue, il faut que ça me fasse chialer. Mais il était émouvant. Chaque geste était un travail émouvant de sa part. Parce que c'était sincère, c'était quand il faisait une fresque sur un mur, il était absorbé à 100% par son travail. On ne pouvait pas lui parler, il était anéanti par son travail. Pas anéanti, mais tellement préoccupé, tellement il reculait, il se rapprochait. Je m'en mets une petite touche là encore parce que c'est formidable. Parfois, on était au blocos. Je disais, bon, allez, on va prendre l'air à la fonderie. Donc, on arrivait à la fonderie, on jetait un œil, je fais ça. Et il commençait. Et une pièce en amenait une autre. Enfin, ça devient un jeu. Et c'était comme un jeu pour lui. C'était lui le décideur. C'est pas moi qui lui disais, tiens, prends ça. Non, non, à chaque fois, c'était lui qui dit. Il faisait vraiment sa sculpture personnelle. Moi, j'étais l'assistant. Là, on est d'accord. On ne peut être que d'accord. L'avenir du lieu est probablement plus incertain que l'avenir des sculptures. En effet, ici, cette falaise est destinée à avancer dans son processus, donc il y aura des chutes de plus en plus fréquentes, et dans sa chute, un jour, sera entraîné ce blocos. C'est vraiment la falaise qui un jour va tomber. Je pense que vraiment cette idée de s'inscrire dans un éphémère est assez complexe chez lui. Il va aller dans des endroits difficiles. Je crois que ça peut tout à fait caractériser sa démarche. Aller dans des choses difficiles. Qu'il signe là une œuvre immense parce qu'elle concentre un petit peu, je trouve, tout ce qui fait son art. Alors bien évidemment, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de peinture sur toile, mais elle est immense parce qu'elle atteint, je trouve, une dimension paradoxalement intime, mais surtout aussi universelle. Et le lieu, encore une fois, qui n'est aucunement anodin, pour Dado surtout, un blocos, augmente en quelque sorte, accentue, je trouve, cette signification qu'on peut voir, du moins que moi je vois dans cette œuvre. C'est à la lisière, effectivement, du rêve de la réalité, de la mort et de la vie, qui sont finalement soudés. C'est cette soudure entre le rêve et la réalité. C'est ce côté, l'instant avant que les choses s'écroulent, avant que le sang coule, qui m'intéresse.